Ed Gein, qui a inspiré Hannibal Lecter, n'était pas un monstre de fiction, mais bien pire. Jane n'a pas eu autant de victimes que les tueurs en série américains les plus célèbres, mais il les a surpassés en folie pure. Il déterrait des tombes, écorchait des cadavres et fabriquait des meubles avec les morts, provoquant des cauchemars nationaux. Mais vous pensez déjà connaître l'histoire ? Vous vous trompez, ce n'est que le début. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous révélons l'horreur de la véritable histoire d'Ed Gein. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden a disparu. La femme de 58 ans a été vue pour la dernière fois dans son magasin de bricolage à Plainfield dans le Wisconsin. À leur arrivée, la police a trouvé du sang au sol et la caisse ouverte. Au départ, cela semblait un cambriolage violent, mais ce qu'ils allaient découvrir était bien plus sombre. À Plainview, tout le monde se connaissait. La ville comptait environ 500 habitants. C'était la saison de la chasse aux cerfs. Presque tous les hommes de la ville étaient partis dans les bois ce jour-là. Si quelqu'un avait tué Bernice et emporté le corps, et si c'était un homme du coin, il n'y avait pas beaucoup de gars que ça pouvait être. Le lendemain, le Star Tribune de Minneapolis a rapporté que la police avait découvert un corps et avait déjà un suspect. C'était Bernice Warden. Mais le shérif Archley a refusé d'expliquer comment elle était morte, ce qu'il avait vu étant trop horrible. La scène, si troublante et violente, sera plus tard jugée responsable de sa dépression. Moins d'un mois après la découverte, le shérif de 43 ans mourut d'une insuffisance cardiaque, et plusieurs adjoints restèrent traumatisés à vie. Le corps de Warden fut retrouvé dans la grange d'une ferme isolée, propriété d'un homme jugé étrange mais inoffensif, un solitaire discret et maladroit. Il s'appelait Ed Gein. Warden avait été tué violemment, certaines parties de son corps mises dans un sac en toile de jute. À l'intérieur de la ferme, c'était inimaginable, un aperçu dans l'esprit d'un fou. La police a trouvé des preuves d'expériences macabres sur des restes humains, des meubles en peau et en os, ainsi qu'une combinaison corporelle faite à partir d'une victime. C'était presque trop impossible, trop sinistre pour être vrai. Le shérif Schley n'arrivait pas à le décrire. La dépravation dépassait l'entendement. Pour comprendre comment Gein est devenu un monstre, il faut examiner sa famille. Les Gein ont acheté leur ferme de Plainfield en 1914, mais ont peu cherché à s'intégrer, contrairement à la plupart des voisins. Au centre du foyer se trouvait la matriarche, Augusta Wilhelmina Lerke Gein. Née en 1878, elle avait émigré enfant aux États-Unis, élevée par des parents luthériens, très stricts. Et Augusta dirigeait le foyer d'une main de fer. Fanatique religieuse, elle contrôlait presque totalement son mari George, marqué par des traumatismes précoces et brisé par l'alcool. George perdit ses parents dans une inondation enfant, et son foie était abîmé à la vingtaine. Et lorsqu'un père passif et brisé est associé à une mère autoritaire obsédée par le mal, le résultat n'est jamais bon. Pour Ed et son frère Henry, vivre signifiait subir l'ombre d'une mère, plus tard qualifiée de tyran domestique. Bible en main, elle réprimandait mari et fils pour avoir gâché sa vie, les frappant avec un bâton. George ripostait parfois lorsqu'il était ivre. Elle inculquait aux enfants que le sexe était sale, que les hommes qui convoitèrent les femmes étaient dépravés. Lorsque Ed est entré dans la puberté, son attirance naturelle pour les filles l'a rempli de culpabilité et de dégoût de soi. La famille vivait presque totalement isolée. Augusta voulait protéger ses fils des vices extérieurs. Plainfield était à 6 km. Les Johnson, voisins les plus proches, à 10 minutes à pied, mais les Jean restaient en isolés. Eddie et son frère Henry allaient à l'école. Eddie avait des difficultés et subissait le harcèlement des autres élèves. Son œil paresseux et une lésion sur la langue rendaient sa parole difficile, le rendant cible de moqueries. Mais il trouvait du réconfort dans les livres. La lecture devint son refuge. Chez lui, il cachait ses bandes dessinées préférées, Tales from the Crypt. Tandis qu'Augusta insistait sur la discipline et la pureté. Il se retirait dans des coins calmes de la ferme pour lire des récits d'atrocités, de cannibales d'Extrême-Orient et de tribus chasseuses de têtes du Pacifique. Si Augusta voyait qu'il se liait d'amitié, elle y mettait aussitôt fin, lui rappelant que le mal rôdait à Plainfield. Il la croyait, en partie. En 1937, Ed, 31 ans, restait très attaché à Augusta. L'alcoolisme de George l'a finalement emporté. Il est mort d'une crise cardiaque à 66 ans, ce qui fut une bénédiction pour Augusta. Elle et ses 2 fils adultes pouvaient désormais se concentrer sur la ferme. Ed, exempté de la Seconde Guerre mondiale pour son œil paresseux, travaillait en ville car la ferme avait une terre pauvre.
Les gens le connaissaient comme une sorte de bricoleur, discret, doux, poli. Certains parents lui faisaient même confiance pour garder leurs enfants. Les enfants l'adoraient. Il leur lisait des bandes dessinées, des magazines de détectives et racontait des histoires macabres de cannibales asiatiques et de nazis sadiques. Henry, lui, paraissait plus équilibré, plus normal. Ed l'admirait et l'aimait. Finalement, Henry restait un rival pour l'attention d'Augusta. Elle comptait tout pour Ed, et Henry lui faisait parfois obstacle. En 1944, les deux frères luttaient contre un feu de broussailles à la ferme quand le vent a propagé les flammes. Ed l'a attaqué par le nord, Henry par le sud. Ils ont versé de l'eau, creusé des pare-feux, mais l'incendie a fait rage toute la nuit. Henry a soudain disparu. Ed a prévenu les voisins qui ont alerté le shérif et formé une équipe de recherche. Des heures plus tard, ils ont trouvé le corps d'Henry dans un fossé. Mais quelque chose clochait. Aucune brûlure sur sa peau ni suie dans ses poumons. Mais sa tête... On aurait dit qu'il avait été frappé, peut-être avec une pelle. Comment Édouard avait-il pu chercher des heures en vain, puis les mener soudain au corps? Le coroner George Blatter a conclu à une asphyxie. Henry aurait pu trébucher et se cogner la tête sur les rochers, mais il n'y avait pas de rocher où Henry a été retrouvé. Désormais, seuls Édouard et Augusta restaient, comme ils le souhaitaient. Aux habitants, il montra toujours un sourire. Ce qui est fait ne peut être défait, disait-il. Mais ce sourire disparut bientôt. Augusta n'avait jamais été du genre à s'occuper des médecins. Elle croyait en Dieu, donc quand elle demanda à Ed de l'emmener à l'hôpital, il comprit que c'était grave, et la nouvelle fut mauvaise. Ed a failli s'évanouir en apprenant qu'elle avait eu une grave attaque. Elle a pu sortir mais devait rester alitée. Ed s'occupait d'elle entièrement. Il la nourrissait et l'aidait à s'habiller. Il suivait ses instructions et s'occupait de la ferme. Après des semaines de convalescence, elle était de nouveau sur pied, mais sa santé s'est vite détériorée. Quelques mois plus tard, le 29 décembre 1945, elle a eu une autre attaque, et celle-ci lui a été fatale. Ed n'avait que 39 ans, et son univers s'était effondré. Il n'avait plus de direction ni de sens. Dire qu'il était consumé par le chagrin est un euphémisme. Aux funérailles, où seules quelques personnes endeuillées étaient présentes, Ed pleura si fort que nul ne savait s'il fallait ressentir pitié ou gêne. Quand le cercueil disparut, il eut l'impression de mourir aussi. Il rentra seul à la ferme. Augusta restait présente dans son esprit, assise dans son fauteuil, veillant sur lui. Il promit de ne jamais toucher à sa chambre. Elle fit de lui un autel. Augusta en était la déesse. La ferme tomba vite en ruine. Les mauvaises herbes envahirent le jardin. La poussière s'accumula. La peinture s'écailla. Depuis la route, il était évident que l'endroit tombait en ruine. Pourtant, Ed restait le même, timide, silencieux, avec son sourire maladroit figé. Toujours sollicité pour des petits boulots, il réclamait peu en paiement. Certains le prenaient en pitié, vivant seul dans sa ferme vide. Il frappait à sa porte avec des biscuits, disait un mot gentil, puis repartait vite. Ed était trop étrange pour qu'on reste. Sa présence mettait mal à l'aise, trop efféminé pour les hommes. Ses propos semblaient grotesques aux femmes. Il tentait de discuter de sujets banals, mais il abordait soudain les décapitations et voleurs de cadavres dans l'Angleterre victorienne. Un de ses sujets favoris était Ilse Koch, la célèbre nazie de Buchenwald. Dans ses magazines de détectives, il lisait des récits sordides, affirmant qu'elle faisait exécuter des prisonniers, pour pouvoir fabriquer des abat-jours avec leur peau. Vrai ou non, cela importait peu. On n'en parlait pas avec des mères et leurs enfants. Il se mêlait aux autres, à Pine Grove, à environ 11 km, dans la taverne de Mary Hogan. Ed buvait peu, mais aimait discuter avec Mary. C'était une femme robuste et dure, avec un fort accent allemand, et une bouche pleine de jurons. Ed buvait une seule bière, la fixant des heures durant. Étrangement, elle lui rappelait Augusta. C'est alors que les gens ont commencé à disparaître. En 1947, la police de Jefferson a été appelée lorsque Georgia Weckler, âgée de 8 ans, a disparu après qu'un voisin l'a déposée près de la ferme de sa famille. En 1953, Evelyn Hartley, 15 ans, a disparu à La Crosse alors qu'elle faisait du babysitting pour un collègue de son père à l'université du Wisconsin. D'habitude, elle appelait chez elle pendant ce travail, mais cette nuit-là, aucun appel. Inquiet, son père est allé à la maison. En regardant par une fenêtre, il a vu ses baskets, mais pas elle. En entrant par effraction, il a trouvé le bébé dont elle s'occupait, calme dans son berceau, mais elle était introuvable. Du sang souillait le sol, ses lunettes brisées traînaient. Partout, des traces de lutte. Plus de sang a été retrouvé sur une poignée, dans la cour et sur ses vêtements abandonnés découverts plus tard. Les disparitions évoquaient un prédateur en liberté, mais la police ne les a jamais reliées à une affaire plus étrange de 1952.
Cette année-là, Victor Harold Travis et Raymond Burgess sont partis boire et chasser. Ils ne sont jamais revenus. Ils s'étaient disputés plus tôt avec Ed Gein, après être rentrés chez lui pour chasser le cerf, sans que les autorités le sachent. Puis, le 8 décembre 1954, Seymour Lester, un agriculteur du coin, s'est arrêté à la taverne de Mary Hogan. En entrant, il trouva l'endroit silencieux. Les lumières allumées, le bar vide, la caisse sans surveillance. Mary n'aurait jamais laissé sa taverne ouverte ainsi. Lester a vu beaucoup de sang au sol. Saisi par la peur, il est ressorti en courant, a sauté dans sa voiture et a foncé vers la ferme la plus proche pour demander de l'aide. À leur arrivée à la taverne, le shérif Howard Thompson et ses hommes ont découvert du sang partout. Il était clair que quelqu'un avait traîné un corps hors de la porte jusqu'au parking. Une douille de calibre 32 gisait au sol. Ce n'était pas un braquage raté. La caisse était pleine d'argent. Tout le monde savait qu'Ed avait un faible pour Mary, mais pensait que ce n'était qu'un béguin maladroit. On le pensait attardé et inexpérimenté avec les femmes, ce qui motivait nos taquineries. Pourtant, il ne paraissait jamais gêné. Un jour, un voisin a plaisanté sur le fait d'inviter Mary si elle revenait. Ed l'a fixé et a répondu « Elle n'est pas portée disparue. Elle est à la ferme. » Les gens attribuaient cela à la simplicité d'Ed, qui disait souvent des choses étranges. Il avait même confié avoir transporté le corps de Mary dans son camion jusqu'à chez lui. Encore une fois, les gens riaient, mais certains soupçonnaient parfois qu'il y avait un problème chez lui. Les enfants se lancèrent le défi d'aller chez Ed, qui les recevait et bavardait longuement avec eux parmi ses bric-à-brac. Il disait qu'il leur montrait sa collection de têtes réduites, reçue d'emploi d'un cousin aux Philippines. Les parents considérèrent cela comme des jouets, des accessoires d'Halloween ou l'imagination macabre d'Ed. En novembre 1957, la chasse battait son plein. Pendant 9 jours à Plainfield, presque tous les hommes campent dans les bois, sauf Ed, qui préférait la compagnie des femmes. Avec les hommes partis, le 16 novembre était idéal pour faire des courses. Il est allé en ville, et s'est arrêté à la quincaillerie pour acheter de l'antigel. L'hiver au Wisconsin signifiait des semaines glaciales. La boutique était à Bernice Warden, veuve de Léon. D'habitude, son fils Frank, pompier volontaire et adjoint du shérif, était là pour l'aider, mais ce jour-là, Bernice était seule quand Ed est entré avec une carafe en verre. Bernice n'aimait pas Ed Gein, qu'elle trouvait laid, stupide et sale. Il la harcelait, d'invitations au cinéma ou à la patinoire à roulettes voisines, mais elle était répugnée par lui. Elle lui a vendu son antigel avec un reçu. 10 minutes après, Ed est revenu. Il a dit vouloir acheter une nouvelle carabine, en montrant celle en vitrine. Pendant que Bernice cherchait ses clés, Ed a chargé son arme avec une cartouche de calibre 22, l'a levée, et tiré. Cet après-midi-là, Frank rentra de la chasse. Sa mère était partie, mais les lumières restaient allumées. En ouvrant le magasin, il a constaté la disparition de la caisse enregistreuse et une traînée de sang menant à la porte. Affolé, Frank a appelé le shérif Archley, qui est arrivé en quelques minutes avec l'adjoint Arnie Fritz. Ils ont trouvé Frank tremblant de fureur, les mains secouées, alors qu'il leur tendait un reçu pour de l'antigel. Le dernier reçu que sa mère avait écrit. Ed Gein a été arrêté plus tard dans la nuit. Je n'avais rien à voir avec sa mort. Ce furent parmi les premiers mots qu'il prononça lorsqu'on lui demanda où il avait été plus tôt dans la journée. Puis vint la réponse. Qui vous a dit qu'elle était morte? Ed Gein n'était pas un génie du crime. Arrêté pour Bernice Warden, il a semblé, en fouillant sa maison sale, qu'il avait tué au moins 10 personnes, dont peut-être des jeunes. Les têtes réduites évoquées par les enfants étaient celles de femmes du village, remplies de papier et de sueur pour leur forme. La majorité de ces masques grotesques étaient dans des sacs en papier. Alors qu'un officier les sortait, il recula soudain sous le choc et s'écria « Mon Dieu, c'est Mary Hogan. » Elle restait reconnaissable, presque vivante. Mais ce n'étaient que 2 victimes. Qui étaient les autres? Les policiers approchèrent d'une porte scellée et la forcèrent redoutant le pire. Au lieu d'un carnage, ils trouvèrent le seul endroit ordonné de toute la maison, la chambre d'Augusta. Ses affaires couvertes de poussière étaient intactes, comme si Ed avait gardé un sanctuaire. À la prison de Wautoma, Ed refusa de parler pendant 12 heures. Les détectives pensaient avoir découvert l'œuvre de l'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire. Quand il a parlé, ils ont été stupéfaits par ses paroles. Oui, il a reconnu avoir tué Bernice Warden, même si ses souvenirs étaient confus. Oui, il a avoué pour Mary Hogan, prétextant que le pistolet avait tiré accidentellement à la taverne, mais personne n'y a cru. Il a insisté sur le fait que les parties du corps venaient de profanation de tombes. Il expliquait qu'il attendait un décès, consultait les avis pour repérer la bonne femme, puis entrait la nuit au cimetière pour creuser.
En quelques heures, il ouvrit le cercueil et prit sur les corps ce dont il avait besoin. Des morceaux pour ses créations grotesques, des objets qu'il transformait en vêtements qu'il pouvait porter. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il peinait à trouver une réponse. Il a finalement avoué. Le costume devait être porté. La tempête médiatique a vite éclaté. Des journalistes nationaux ont afflué à Plainfield. Son visage souriant a fait la une mondiale. En exhumant des tombes, la police a confirmé en grande partie les dires d'Ed, mais des questions demeuraient. Avait-il tué son frère Henry, les chasseurs disparus, Georgia Weckler ou Evelyn Hartley? Il nia tout en bloc. Les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Alors, qu'était exactement Ed Gein? Il ne correspondait à aucun profil. Il n'était pas motivé par l'argent. Il ne correspondait pas au profil d'un meurtrier sexuel tuant pour son propre plaisir. Il n'était pas non plus un sadique, loin de là. Il ne semblait pas prendre plaisir à la souffrance des autres. C'était quelque chose de différent, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Il a été envoyé à l'hôpital d'état central pour criminels aliénés, où les psychiatres ont conclu qu'il ne distinguait pas le bien du mal. Au procès, il a été jugé qu'Ed souffrait d'une grave maladie mentale. Il passerait sa vie dans des institutions, et non en prison. Pour la première fois depuis des années, il avait des repas chauds, des vêtements propres, un lit sain et la télévision. Pour beaucoup, on avait l'impression que le boucher de Plainfield avait échappé à la justice. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les enquêteurs ont ensuite trouvé des vêtements appartenant à l'un des chasseurs disparus, et les restes de son chien sur le terrain d'Ed. Si Ed mentait sur le nombre de ses victimes, il n'était pas du tout fou. Mais sans cadavre, la police ne pouvait rien faire de plus. Alors, était-il vraiment fou? Il avait sûrement ce que les psychiatres appelleraient un complexe d'Oedipe. Sa mère était son obsession, et après sa mort, ce lien s'est encore renforcé. Des experts ont suggéré qu'il était en état psychotique, incapable de distinguer réalité et fantaisie, comme le montre son obsession pour les bandes dessinées macabres. Il a aussi dit lors de longs entretiens que son père le frappait parfois si fort que ses oreilles bourdonnaient. Alors, certains se sont demandé si une sorte de traumatisme crânien ne l'avait pas poussé sur la voie de la dépravation. En 1958, quand la ferme a brûlé, sans doute à cause d'un acte criminel, Edward a seulement dit « Tant mieux !» Au fond de son esprit, il y avait une vie de traumatisme dont il n'avait jamais conscience, ou qu'il ne savait explorer. Il est mort d'un cancer du poumon, et d'une maladie respiratoire, en 1984, à l'âge de 77 ans. Ses infirmières disaient qu'il avait toujours été charmant, docile et aimait coudre. Des voleurs ayant dérobé sa pierre tombale, les autorités ont préféré déplacer ses restes. Il repose désormais au cimetière de Plainfield, auprès de sa famille. Les crimes d'Ed Gein l'ont rendu tristement célèbre, mais certains tueurs ont réussi à passer entre les mailles du filet. Découvrez les pires tueurs en série jamais arrêtés par la police, et apprenez en plus sur ces monstres disparus, ou cliquez sur cette vidéo.